Avez-vous déjà regardé l'homme que vous aimez dormir paisiblement, en sachant que dans quelques heures, vous allez détruire sa confiance à jamais? C'est exactement ce que je ressens en ce moment, assis au bord de notre lit, observant le visage serein de Thomas dans la pénombre de l'aube. Mes mains tremblent légèrement tandis que je caresse du bout des doigts la lettre de mise en demeure posée sur ma table de chevet. 72 heures. C'est tout ce qui nous reste avant que la banque ne saisisse notre maison, cette maison que nous avons achetée il y a 15 ans, où nous avons élevé nos enfants, où nous avons construit nos rêves. Thomas ignore encore l'existence de cette lettre. Comment lui dire que j'ai hypothéqué notre bien le plus précieux pour sauver son entreprise en difficulté, et que maintenant, nous risquons de tout perdre? Le réveil affiche 5h47. Dans 3 heures, j'ai rendez-vous avec Mathieu Delacroix, cet homme d'affaires impitoyable qui détient peut-être la clé de notre salut. Un homme qui, selon mes recherches, ne fait jamais rien gratuitement. Ses méthodes sont douteuses, sa réputation sulfureuse, mais il possède les fonds nécessaires pour nous sortir de cette impasse financière. Emma? La voix endormie de Thomas me fait sursauter. Ses yeux bleus s'ouvrent lentement, encore voilés par le sommeil. Tu ne dors pas? Je me force à sourire, cachant la lettre derrière mon dos. J'ai juste envie d'un café. Rendors-toi, mon amour. Il tend la main vers moi, ses doigts effleurant ma joue avec cette tendresse qui me brise le cœur depuis 20 ans de mariage. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air préoccupé ces derniers temps. Si seulement tu savais, pensais-je en me penchant pour déposer un baiser sur son front. Tout va bien. Je redescends dans une minute. Thomas referme les yeux, confiant. Cette confiance aveugle qu'il me porte depuis toujours me déchire aujourd'hui plus que jamais. Il ne sait pas que j'ai passé les 3 dernières semaines à mentir, à dissimuler, à chercher désespérément une solution à notre problème sans lui en parler. Il ne sait pas non plus que son associé, Pierre Moreau, a détourné près de 200 000 € de leur entreprise de menuiserie avant de disparaître dans la nature. Je descends à la cuisine, mes pieds nus glissant silencieusement sur le parquet que Thomas a posé lui-même. Chaque détail de cette maison raconte notre histoire. Les étagères qu'il a fabriquées pour mes livres, la table en chêne massif où nous prenons encore nos repas en famille, les photos de nos enfants qui tapissent le mur du salon. Chloé, maintenant âgée de 18 ans, qui étudie l'architecture à Lyon. Maxime, 15 ans, passionné de football et de jeux vidéo. Comment leur expliquer qu'ils risquent de perdre leur foyer à cause de ma négligence? Car oui, c'est bien ma faute. J'aurais dû être plus vigilante avec les comptes de l'entreprise. En tant que comptable, j'aurais dû remarquer les irrégularités dans les écritures de Pierre. Mais j'étais trop occupé à jongler entre mon travail à mi-temps au cabinet Leroux et Associates et la gestion administrative de la menuiserie. J'ai fait confiance à Pierre, cet homme charmant qui collaborait avec Thomas depuis 10 ans. Une confiance qui nous coûte aujourd'hui notre sécurité financière. Le café coule lentement dans la cafetière, son arôme familier contrastant avec l'amertume qui m'envahit. Je sors mon téléphone et relis pour la énième fois le message cryptique que Mathieu Delacroix m'a envoyé hier soir. Madame Dubois, j'ai étudié votre dossier. Une solution est envisageable, mais elle nécessitera de votre part un investissement personnel. Rendez-vous demain 9h, bureau 1247, Tour Montparnasse. Venez seul. Un investissement personnel. Ces mots résonnent dans ma tête comme une alarme. Que peut-il bien attendre de moi? De l'argent, je n'en ai pas. Des garanties, je n'en ai plus. Alors quoi? Mon reflet dans la fenêtre de la cuisine me renvoie l'image d'une femme de 42 ans, encore séduisante malgré les cernes qui creusent mes yeux verts. Mes cheveux châtains cascadent sur mes épaules et ma silhouette, bien que marquée par 2 grossesses, conserve encore ses courbes harmonieuses. Est-ce là qu'il veut? Mon corps en échange de notre salut financier? Cette pensée me révulse, mais paradoxalement, elle ne me quitte plus depuis que j'ai commencé mes recherches sur Delacroix. Cet homme de 50 ans, séduisant et impitoyable, collectionne les conquêtes autant que les entreprises. Sa fortune se bâtit sur des méthodes peu orthodoxes, et les rumeurs sur ses arrangements avec certaines femmes en difficulté ne sont plus approuvées. Maman? La voix de Maxime me tire de mes sombres réflexions. Mon fils descend l'escalier, encore en pyjama, ses cheveux bruns ébouriffés par la nuit. Pourquoi tu es levé si tôt? J'ai du travail en retard, mon tigeon lui ébouriffant les cheveux. Tu veux des céréales? Papa a dit qu'on irait voir le match de Marseille ce week-end. Tu crois qu'on pourra y aller? Les billets. Thomas a dû les acheter la semaine dernière, avant que je découvre l'ampleur de notre catastrophe financière. Comment lui expliquer que nous n'avons plus les moyens de ce genre d'extra? On verra, mon chéri. Allez, va te préparer pour l'école. Maxime remonte en bâillant, innocent de nos problèmes d'adultes. Je l'envie de pouvoir encore croire que ses parents contrôlent la situation,
que notre foyer est un refuge inébranlable. Dans quelques heures, je vais peut-être devoir sacrifier cette innocence sur l'autel de nos difficultés financières. À 7h30, Thomas descend à son tour, impeccable dans sa chemise bleue et son jean de travail. Ses mains calleuses, témoins de 30 ans de menuiserie artisanale, se posent naturellement sur ma taille tandis qu'il m'embrasse dans le cou. « Tu sens bon » murmure-t-il contre ma peau. « Ce nouveau parfum te va bien. » Je n'ai pas le cœur de lui dire que ce parfum, je l'ai acheté hier dans l'espoir pathétique qu'il m'aiderait à convaincre Delacroix de nous aider. Un parfum cher, que nous ne pouvons plus nous permettre, mais qui représentait pour moi une sorte de dernière arme de séduction. « Thomas ?» Je me retourne dans ses bras, cherchant les mots qui ne viennent pas. Comment lui avouer que notre monde s'écroule? Comment lui dire que l'homme qu'il considérait comme son ami l'a trahi? Oui, il me regarde avec cette patience infinie qu'il a toujours eue avec moi, cette capacité à m'écouter qui m'est tombée amoureuse il y a tant d'années. J'ai quelque chose d'important à te dire ce soir. Une ombre d'inquiétude traverse son regard. C'est grave? Plus grave que tu ne peux l'imaginer. Pensez-je. On en parlera tranquillement après le dîner. D'accord? Il hoche la tête, mais je vois bien qu'il n'est pas dupe. Thomas me connaît trop bien pour ne pas sentir que quelque chose cloche. Après 20 ans de mariage, nous avons développé cette intuition qui permet au couple de percevoir les non-dits. Il part au travail vers 8h15, m'embrassant une dernière fois sur le seuil de notre maison. Notre maison. Je regarde sa camionnette s'éloigner dans l'allée bordée de rosiers qu'il a plantés pour nos 10 ans de mariage. Ces rosiers qui ont survécu à tous les hivers, qui refleurissent chaque printemps comme un symbole de notre amour résistant aux épreuves. Vont-ils survivre à celle qui nous attend? À 8h45, je quitte la maison à mon tour, direction Paris. Le trajet en RER me semble interminable, chaque kilomètre m'éloignant un peu plus de ma zone de confort, me rapprochant de ce rendez-vous qui pourrait changer ma vie. Dans le reflet de la vitre du train, je vois une femme élégamment vêtue d'un tailleur noir, maquillée avec soin, mais dont les yeux trahissent une angoisse profonde. Que suis-je prête à faire pour sauver notre foyer? Jusqu'où suis-je capable d'aller pour préserver l'innocence de mes enfants et éviter à Thomas l'humiliation de la faillite? La tour Montparnasse se dresse devant moi, imposante et menaçante. Dans 1 heure, je connaîtrai le prix à payer pour notre salut. Et j'ai la terrible intuition que ce prix sera bien plus élevé que tout ce que j'ai pu imaginer. Mon téléphone vibre. Un message de Thomas. Passe une bonne journée, mon amour. J'ai hâte de rentrer ce soir. Je t'aime. Les larmes me montent aux yeux. Comment peut-il encore m'aimer autant alors que je m'apprête peut-être à le trahir de la pire des manières? L'ascenseur s'élève vers le 12e étage, emportant avec lui mes derniers scrupules et mes dernières illusions. Au moment où les portes s'ouvrent, je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Chapitre 2. Certaines portes, une fois franchies, ne peuvent plus jamais être refermées. Le bureau 1247 se trouve au bout d'un couloir feutré, tapissé de moquettes beiges et éclairé par des néons qui donnent à l'atmosphère une froideur clinique. Mais qu'attendiez-vous vraiment de cet homme qui pourrait détenir votre salut? Que ses méthodes soient propres, ses intentions pures? Ma main tremble légèrement lorsque je frappe à la porte marquée de son nom, Monsieur Delacroix, conseiller en investissement privé. Un titre ronflant pour masquer des activités dont la nature exacte m'échappe encore, mais que je devine trouble. Entrez. Sa voix grave résonne à travers la cloison. Je pousse la porte et découvre un bureau spacieux aux baies vitrées qui offre une vue imprenable sur Paris. L'homme qui se lève pour m'accueillir correspond exactement aux photos que j'ai trouvées sur Internet. La cinquantaine élégante, cheveux poivre et cils parfaitement coiffés, costume sur mesure, regard perçant d'un bleu acier qui semble vous déshabiller l'âme. Madame Dubois, je présume? Il contourne son bureau d'ébène massif et me tend une main manucurée. Sa poignée de main est ferme, possessive, et il maintient le contact quelques secondes de trop. Mathieu Delacroix. Asseyez-vous, je vous en prie. Il me désigne un fauteuil en cuir noir face à son bureau, tandis qu'il reprend place dans son siège directorial. Entre nous, une surface lisse et froide qui reflète la lumière matinale, créant une barrière symbolique que j'ai pourtant déjà accepté de franchir en venant ici. Café? Thé? Quelque chose de plus fort? Son sourire révèle des dents parfaitement blanches, mais il y a quelque chose de prédateur dans cette amabilité de surface. Un café, merci. Ma voix sonne plus assurée que je ne me sens réellement. Il actionne un interphone discret. Sylvie, 2 cafés, s'il vous plaît. Le mélange habituel pour moi. Et il me regarde avec une attention qui me met mal à l'aise. Disons quelque chose de plus doux pour madame. Vous n'avez pas l'air d'être une femme qui aime l'amertume. Cette remarque apparemment anodine résonne comme une provocation.
Croit-il vraiment me connaître après quelques secondes d'observation? Ou cherche-t-il déjà à tester mes limites? Vous vous trompez, monsieur Delacroix. J'ai appris récemment à apprécier l'amertume. La même chose que vous, s'il vous plaît. Son sourire s'élargit, et je devine qu'il apprécie ma répartie. Très bien. Sylvie. Finalement, 2 fois le mélange habituel. Il se carre dans son fauteuil et pose ses coudes sur les accoudoirs, joignant ses doigts devant lui dans une posture qui évoque un juge s'apprêtant à rendre un verdict. Alors, Madame Dubois, parlons affaires. Votre dossier, comment dire, passionnant. Il ouvre un classeur épais posé devant lui, et je réalise avec effroi qu'il contient bien plus d'informations sur ma vie que ce que j'aurais cru possible. Des photocopies de nos relevés bancaires, des extraits du registre du commerce de l'entreprise de Thomas, mais aussi, et c'est là que mon sang se glace, des photos de notre maison, de mes enfants sortant du lycée, de Thomas sur son chantier. Comment avez-vous obtenu ces informations? Il referme le dossier d'un geste nonchalant. Madame Dubois, quand on souhaite investir dans quelqu'un, il est essentiel de connaître tous les paramètres de l'équation. Votre situation financière, vos biens, vos vulnérabilités. Le mot tombe comme un coup près. Vulnérabilité. Il sait exactement où me frapper. Quels sont mes points faibles? Mes enfants, mon mari, notre foyer. Autant de failles dans lesquelles il pourrait enfoncer ses griffes. La secrétaire entre avec un plateau. Nous servons le café dans des tasses en porcelaine fine. L'arôme corsé emplit la pièce, masquant momentanément l'atmosphère de tension qui s'installe entre nous. Bien. Delacroix boit une gorgée et pose sa tasse avec un petit cliquetis. Récapitulons votre situation. Votre mari et son associé ont emprunté 250 000 € pour développer leur entreprise. Vous avez hypothéqué votre maison pour garantir ce prêt. L'associé en question a détourné 200 000 € et a disparu. La banque vous réclame le remboursement intégral sous 72 heures, faute de quoi elle saisira votre bien immobilier. C'est exact? Chaque mot me transperce comme une lame. Entendre résumer notre catastrophe de manière aussi clinique, aussi froide, me donne envie de vomir. C'est exact? Murmurai-je. Et votre mari ignore tout de cette situation. Comment savez-vous cela? Madame Dubois, si votre mari était au courant, pensez-vous qu'il vous laissait venir seul dans le bureau d'un homme comme moi? Il marque une pause, savourant visiblement mon inconfort. Thomas Dubois est un homme bien, un artisan honnête. Trop honnête, peut-être. Trop confiant aussi, si j'en crois l'affaire Pierre Moreau. Il connaît le nom de l'associé. Bien sûr qu'il le connaît. Cet homme semble tout savoir sur nous, nos vies, nos erreurs. Je commence à comprendre que je ne suis pas ici pour négocier, mais pour subir. Que voulez-vous? Ma voix tremble légèrement malgré mes efforts pour paraître forte. Excellente question. Direct. J'apprécie. Il se lève et contourne à nouveau son bureau, venant s'appuyer contre le rebord, juste devant moi. Cette proximité physique est clairement calculée pour m'intimider et malheureusement, cela fonctionne. Je vais vous faire une proposition très simple. Je règle votre dette intégralement. 250 000 € virés avant ce soir sur le compte de la banque. Votre maison est sauvée, votre famille préservée, votre secret intact. Mon cœur s'emballe. C'est exactement ce dont j'avais rêvé, la solution miracle que j'espérais sans oser y croire. En échange de quoi? En échange de vous? Les mots restent suspendus dans l'air comme une épée de Damoclès. Je les entends, mais mon cerveau refuse de les traiter immédiatement, comme si leur sens était trop énorme pour être appréhendé d'un coup. Comment ça, de moi? Vous devenez disons, ma consultante personnelle. 3 soirs par semaine, vous venez dans mon appartement privé. Vous m'aidez à gérer certains aspects de mes affaires qui nécessitent une touche féminine. Et accessoirement, vous me tenez compagnie. Tenir compagnie. L'euphémisme me donne la nausée. Nous y voilà donc. Le prix à payer pour notre salut est celui de mon corps, de ma dignité, de ma fidélité conjugale. Vous me demandez de devenir votre maîtresse. Que les mots sont crus, Madame Dubois. Disons plutôt que je vous propose un arrangement mutuellement bénéfique. Vous avez quelque chose que je désire, j'ai quelque chose dont vous avez désespérément besoin. Un échange équitable. Équitable? La colère monte en moi comme une vapeur brûlante. Vous appelez ça équitable? Profiter de ma détresse pour me contraindre à quoi? Il m'interrompt. Sont-on toujours égal, toujours contrôlé? À accepter une proposition que vous êtes parfaitement libre de refuser? Madame Dubois, vous pouvez sortir de ce bureau quand vous le souhaitez. Personne ne vous retient. Vous pouvez rentrer chez vous, tout avouer à votre mari, chercher d'autres solutions. Hypothéquer les bijoux de votre grand-mère,
peut-être? Ah, mais j'oubliais, vous les avez déjà vendus le mois dernier. Comment sait-il cela? Ces bijoux, je les ai vendus discrètement à un bijoutier de Paris pour renflouer temporairement les comptes de l'entreprise. Thomas n'était même pas au courant. Demandez un prêt à votre famille. Alors? Mais votre père est décédé, votre mère vit avec sa petite retraite, et vous n'avez pas de frères ou sœurs. Les parents de Thomas, ils ont hypothéqué leur propre maison pour aider à lancer l'entreprise il y a 10 ans. Chaque information qu'il débite me fait l'effet d'une gifle. Cet homme a disséqué notre vie jusque dans ses moindres coins. Il connaît nos ressources, nos liens familiaux, nos possibilités et surtout, nos impossibilités. Vous voyez, Madame Dubois, j'ai fait mes devoirs. Votre situation n'a pas d'autre issue. Pas d'autre solution viable, du moins. Alors cessons de jouer aux indignés et parlons concrètement. Il retourne s'asseoir, reprend sa tasse de café comme si nous discutions de la météo. 3 soirs par semaine, disiez-vous? Le fait que je pose cette question semble l'amuser. Mardi, jeudi et samedi, de 20h à minuit. Mon appartement se trouve rue de Rivoli, vue sur les Tuileries. Très discret, très confortable. Vous pourrez dire à votre mari que vous avez trouvé un emploi du soir, des cours de comptabilité pour adultes, par exemple, ou de l'aide aux devoirs. Quelque chose d'innocent et de cohérent avec votre profil. Il a même pensé à la couverture, au mensonge que je devrais servir à Thomas. Cette préméditation me révulse, mais en même temps, une part de moi reconnaît l'efficacité de son plan. Chaque détail a été anticipé, chaque objection contournée d'avance. Et en quoi consisterait exactement ces soirées? Oh, vous savez, un peu de tout. Conversation, bien sûr. J'aime m'entourer de femmes intelligentes, et vous l'êtes manifestement. Vous m'aiderez à recevoir certains clients, à organiser des dîners. Et puis, il laisse sa phrase en suspens, son regard descendant lentement de mon visage à ma poitrine. Nous trouverons bien d'autres façons de passer le temps. Mon estomac se noue. Je pense à Thomas, à ses mains douces qui ne m'ont jamais touché qu'avec amour et respect. Je pense à nos enfants, à leur confiance aveugle en leurs parents. Je pense à cette maison qui représente 20 ans de bonheur partagé. Combien de temps? 1 an. 12 mois exactement. Après quoi, nous oublions cette histoire et vous reprenez votre petite vie tranquille. 1 an. 365 jours de mensonges, de trahison, de compromission. 156 soirées dans les bras d'un homme que je méprise déjà pour sauver tout ce que j'aime. Et si je refuse? Alors, dans 68 heures, vous serez à la rue avec votre famille. Vos enfants devront changer de lycée, votre mari perdra son atelier, et vous découvrirez tous les charmes de la précarité. Il consulte sa montre, une Rolex en or qui vaut probablement plus que nos économies annuelles. Il est 10h15. Je vous laisse jusqu'à midi pour me donner votre réponse. Passé ce délai, mon offre sera caduque. Moins de 2 heures pour décider du reste de ma vie. Moins de 2 heures pour choisir entre l'honneur et la survie, entre la fidélité et la sécurité de ma famille. Je me lève, mes jambes flageolantes me portant tant bien que mal vers la porte. Madame Dubois? Je me retourne. Il me tend une carte de visite dorée. Mon numéro privé. Pour votre réponse. Son sourire n'a plus rien d'humain. Et madame, réfléchissez bien. Les occasions comme celle-ci ne se présentent qu'une fois dans une vie. Je sors de son bureau en titubant légèrement, comme si je sortais d'un cauchemar. Mais le cauchemar, je le sais, ne fait que commencer. Chapitre 3. Il existe des décisions qui nous condamnent avant même d'être prises. Avez-vous déjà erré dans les rues de Paris en sachant que chaque pas vous rapproche d'un point de non-retour? Le béton sous mes pieds semble moins solide que ma détermination chancelante, et chaque reflet dans les vitrines me renvoie l'image d'une femme que je ne reconnais plus. 11h30. Il me reste 30 minutes pour décider si je vais devenir la maîtresse de Mathieu Delacroix ou voir ma famille sombrer dans la ruine. 30 minutes pour choisir entre ma dignité et leur bonheur. Paradoxalement, ce choix me paraît déjà fait, inscrit dans la logique implacable des événements qui m'ont mené jusqu'ici. Je me réfugie dans un café près de la tour Montparnasse, commandant machinalement un thé que je ne boirai pas. Mes mains tremblent en sortant mon téléphone. 3 messages de Thomas. Tu me manques déjà. Au fait, j'ai croisé le père Bruno ce matin. Il nous invite dimanche pour l'anniversaire de sa femme. Tu es d'accord? Je t'aime, ma belle. Chaque mot me transperce. Comment peut-il encore m'envoyer des messages d'amour alors que je m'apprête à le trahir de la façon la plus abjecte qui soit? Cette innocence, cette confiance absolue qu'il me porte depuis 20 ans, va-t-elle survivre à ce que je m'apprête à faire? Mon téléphone vibre. Un numéro que je ne connais pas. Madame Dubois? Ici Pierre Moreau.
Le sang se fige dans mes veines. Pierre, l'associé de Thomas, celui qui nous a plongés dans ce cauchemar. Sa voix me parvient comme d'outre-tombe, chargée d'une fausse désinvolture qui me révulse instantanément. Pierre, où êtes-vous? Qu'est-ce que... Écoutez-moi bien, Emma. Je sais dans quelle situation je vous ai mis, Thomas et vous. Je sais aussi que vous avez rendez-vous avec Delacroix aujourd'hui. Comment peut-il savoir cela? Ma paranoïa grimpe d'un cran. Tous ces hommes semblent connaître ma vie mieux que moi-même. Je n'ai rien à vous dire. À cause de vous, nous risquons de perdre notre maison, non? Justement, je peux vous aider. Vous aider? Ma voix monte, attirant les regards des autres clients du café. Je baisse d'un ton, mais la colère continue de sourdre. C'est vous qui nous avez mis dans cette situation. Vous avez volé l'argent de l'entreprise, et vous? Je ne l'ai pas volé, Emma. Je l'ai investi. Investi? Dans quoi? Dans votre fuite? Dans une affaire qui va nous rapporter le triple. Mais j'ai besoin de temps. 2 mois, maximum 3. Le temps que les investisseurs libèrent les fonds. Même à travers le téléphone, je perçois son sourire. Ce sourire charmeur qui a dupé Thomas pendant des années, qui m'a moi-même séduite par sa fausse sincérité. Vous mentez, comme vous avez toujours menti. Emma, écoutez-moi. Je connais Delacroix. Je sais ce qu'il vous demande en échange de son aide. Et je sais aussi que vous n'avez pas vraiment le choix. Mais moi, je peux vous offrir une alternative. Une alternative. Ce mot résonne dans ma tête comme une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. Mais puis-je faire confiance à l'homme qui nous a trahis? Quelle alternative? Retrouvez-moi à 14 heures au Café de la Paix, près de l'Opéra. Je vous expliquerai tout. Et Emma, ne signez rien avec Delacroix avant de m'avoir entendu. Il raccroche avant que j'aie pu répondre. Je reste là, le téléphone contre l'oreille, abasourdi par ce nouveau rebondissement. Pierre Moreau, l'homme qui a détruit notre vie, prétend maintenant pouvoir nous sauver. Est-ce un nouveau piège, une manipulation supplémentaire ou une véritable chance de nous en sortir sans que j'aie à vendre mon âme? Mon téléphone affiche 11h45. Dans 15 minutes, je dois donner ma réponse à Delacroix. Mais maintenant, une partie de moi veut entendre ce que Pierre a à dire. Une partie de moi s'accroche encore à l'espoir d'éviter l'inévitable. Je compose le numéro de Delacroix. Il décroche à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Madame Dubois, j'espère que votre réflexion a été fructueuse. J'ai besoin d'un délai supplémentaire. Jusqu'à ce soir, un silence, puis ce rire cristallin qui me hérisse la peau. Un délai? Madame Dubois, nous avions dit midi. Il est presque. Pierre Moreau m'a contacté. Nouveau silence. Plus long, plus pesant. Ah, Pierre? Sa voix a changé, devenue plus froide, plus tranchante. Et que vous a dit notre ami Pierre? Qu'il avait une solution. Une solution. Il répète le mot comme s'il avait un goût amer. Madame Dubois, permettez-moi de vous poser une question. Pierre Moreau vous a-t-il déjà menti? La question me frappe en plein cœur. Bien sûr qu'il nous a menti. Pendant des mois, il a détourné l'argent sous nos yeux en nous jurant de sa fidélité. Pendant des années, il a joué le rôle de l'associé loyal tout en préparant son coup. C'est bien ce que je pensais. Delacroix semble lire dans mes pensées. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il dit la vérité maintenant? Je ne sais pas, mais s'il y a une chance, il n'y en a pas, Emma. L'usage de mon prénom, cette familiarité soudaine, me glace. Pierre Moreau est en fuite. Il vous appelle depuis je ne sais quel paradis fiscal, probablement avec votre argent sur un compte en banque bien au chaud. Pensez-vous vraiment qu'il va revenir en France, risquer la prison, pour vous sauver? Ses arguments sont implacables, mais quelque chose dans sa voix me dérange. Une urgence qui ne colle pas avec le personnage maître de lui qu'il a joué dans son bureau. Vous le connaissez, Pierre? Disons que nos chemins se sont déjà croisés. Une pause. Emma, je vais être franc avec vous. Pierre Moreau est un escroc de petite envergure qui s'est mis dans de très gros ennuis avec de très mauvaises personnes. S'il vous contacte, c'est qu'il a désespérément besoin de vous pour une raison que j'ignore encore. Mais une chose est certaine, il ne vous aidera pas. Il ne peut pas vous aider. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que s'il en avait la possibilité, Madame Dubois, pourquoi aurait-il attendu que vous soyez au pied du mur pour se manifester? Pourquoi ne pas vous avoir contacté plus tôt? Non. Pierre sent que vous êtes sur le point de trouver une solution avec moi, et cela l'inquiète, pour des raisons qui le concernent. Je commence à comprendre que ce n'est pas seulement ma vie qui se joue ici, mais un jeu plus complexe entre ces deux hommes.
Pierre et Delacroix se connaissent, ont un passif, et je ne suis qu'un pion dans leur affrontement. Écoutez, je vous accorde jusqu'à 18 heures. Mais attention, si vous me faites attendre davantage, le prix de mon aide augmentera. Augmentera? Comment? 4 soirs par semaine au lieu de 3. Et certaines prérogatives supplémentaires. Le sous-entendu est clair, et mon estomac se retourne. Ne me décevez pas, Emma. Les femmes qui me déçoivent le regrettent généralement. Il raccroche, me laissant seul avec mes doutes et mes peurs. La menace à peine voilée résonne dans ma tête. Que se passera-t-il si je refuse définitivement ces avances? Se contentera-t-il de me laisser sombrer, ou y a-t-il d'autres conséquences que je n'ose imaginer? Je quitte le café et me dirige vers l'opéra, traversant Paris comme une somnambule. Les rues me paraissent irréelles, les passants comme des fantômes dans un cauchemar éveillé. Que vais-je dire à Pierre? Que puis-je espérer de cet homme qui nous a déjà trahis une fois? Le café de la Paix bourgeonne d'une activité typiquement parisienne. Touristes, hommes d'affaires, flâneurs se mélangent dans un ballet urbain qui contraste avec le chaos de mes pensées. Je repère Pierre au fond de la salle, installé à une table discrète près de la fenêtre. Il a changé, bronzé, amaigri, des cernes sous les yeux qui trahissent l'inquiétude malgré son sourire forcé. « Emma !» Il se lève pour m'accueillir, tentant même de me faire la bise, mais je recule instinctivement. « Tu as l'air fatigué. » Fatigué? Je m'assieds face à lui, mes yeux lançant des éclairs. « Pierre, à cause de toi, nous risquons de perdre notre maison. Thomas ne sait même pas encore ce qui nous arrive. Mes enfants? Je sais tout ça, et j'en suis malade. » Il passe une main dans ses cheveux, un geste que je lui ai vu faire 1000 fois quand il était nerveux. « Mais Emma, il faut que tu comprennes. Je n'avais pas le choix. » « Pas le choix? Tu as volé 200 000 euros. Je ne les ai pas volés. Je te l'ai dit au téléphone. Je les ai investis dans une affaire qui va... Quelle affaire? Je l'interromps, exaspéré par ces circonvolutions. Explique-moi exactement où est passé cet argent. Il regarde autour de lui, comme s'il craignait d'être espionné. Cette paranoïa me rappelle étrangement l'attitude de Delacroix, ce sentiment que tous ces hommes évoluent dans un monde de secrets et de dangers dont j'ignore les codes. C'est compliqué. Il y a eu des opportunités, des contacts, des investissements qui devaient rapporter gros. Mais ça a mal tourné. Temporairement. Temporairement? Pierre, ça fait 3 mois. Justement, dans 2 mois, tout rentrera dans l'ordre. L'affaire va se débloquer, les bénéfices vont tomber, et vous serez remboursé au triple. Ses yeux brillent d'une ferveur qui me rappelle celle des joueurs compulsifs. Cette conviction aveugle que la chance va tourner, que le prochain coup sera le bon. Thomas m'a déjà parlé de ce regard chez certains clients qui promettaient monts et merveilles avant de disparaître sans payer leurs factures. Et en attendant, nous faisons quoi? La banque ne va pas nous accorder un délai de 2 mois sur une simple promesse. C'est là que j'interviens. Il se penche vers moi, baissant la voix. J'ai un contact, quelqu'un qui peut bloquer la procédure de saisie, vous faire gagner du temps, le temps que l'affaire se concrétise. Un contact? Qui? C'est, disons, quelqu'un qui a de l'influence dans le milieu bancaire, qui peut faire pression sur les bonnes personnes. Plus il parle, plus je sens que quelque chose cloche. Ces histoires d'influence, de pression, cela ressemble dangereusement aux méthodes que Delacroix m'a décrites. Pierre, dans quoi t'étais fourré exactement? Son visage se ferme. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je peux vous aider. Mais j'ai besoin de quelque chose de votre part. Quoi? Delacroix. Je sais qu'il vous a fait une proposition. J'ai besoin que vous l'acceptiez. Mes oreilles bourdonnent. Comment? Accepter son arrangement. Mais une fois que vous serez proche de lui, il faudra que vous récupériez certaines informations. Des documents, des preuves. Le piège se referme. Pierre ne veut pas me sauver, il veut m'utiliser. Comme Delacroix. Comme tous ces hommes qui gravitent autour de moi, je ne suis qu'un moyen d'atteindre leur fin. Tu veux que je devienne son espionne? En plus d'être ça, Emma, c'est le seul moyen. Delacroix détient des informations sur l'affaire dans laquelle j'ai investi votre argent. Si je peux récupérer ces preuves, je peux faire annuler certains contrats, récupérer la mise et vous rembourser. Et si je refuse, alors vous sombrez. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que les gens avec qui j'ai fait affaire ne sont pas du genre patient. Une menace à peine déguisée. Comme Delacroix tout à l'heure, Pierre me fait comprendre que refuser sa proposition aurait des conséquences. Je commence à comprendre que je suis prise au piège entre 2 prédateurs qui se servent de moi pour régler leur compte. Pierre, qui sont ces gens?
Tu ne veux pas le savoir, Emma? Vraiment pas? Mon téléphone vibre. Un message de Chloé. Ma fille. Maman, j'ai eu mes résultats de partiel. 16 de moyenne. Papa sera fier. Gros bisous. Papa sera fier. Si elle savait dans quelle situation son père va se retrouver à cause de mes décisions, de mes mensonges, de mes trahisons, il faut que j'y aille. Je me lève, chancelante. Emma. Pierre me rattrape par le bras. Réfléchis bien. Delacroix ou moi, au final, tu finiras dans son lit. Mais avec moi, au moins, il y aura une finalité, un vrai espoir de vous en sortir. Je me dégage brutalement. Ne me touche pas. Plus jamais. Je sors du café en titubant, laissant Pierre avec ses manipulations et ses fausses promesses. Dehors, la réalité me rattrape comme une gifle. Il est 15h30, je dois donner ma réponse à Delacroix dans 2h30 et je n'ai toujours aucune véritable solution. Seul au milieu de la foule parisienne, je réalise que mon choix est déjà fait. Il a été dès l'instant où j'ai découvert cette lettre de mise en demeure. Tout le reste, les négociations, les alternatives, les espoirs n'étaient qu'illusions. Ce soir, je deviendrai la maîtresse de Mathieu Delacroix. Et que Dieu me pardonne. Chapitre 4. Les ponts que l'on brûle éclairent parfois le chemin vers l'enfer. Que ressentez-vous quand vous composez le numéro qui va sceller votre destin? Mes doigts tremblent sur les touches de mon téléphone et chaque chiffre tapé me rapproche un peu plus de l'irréparable. Il est 17h45. Je suis assis sur un banc du jardin des Tuileries et dans 15 minutes, je vais accepter de trahir l'homme que j'aime pour sauver notre famille. Monsieur Delacroix, c'est Emma Dubois. Emma. Sa voix caresse mon prénom d'une façon qui me donne la chair de poule. J'attendais votre appel. Alors, cette journée de réflexion a-t-elle été profitable? J'accepte vos conditions. Un silence. Puis ce rire satisfait que je commence à détester. Parfait. Je savais que vous étiez une femme intelligente. L'argent sera viré sur le compte de la banque dans l'heure. Vous recevrez la confirmation avant 19h. L'efficacité avec laquelle il règle la transaction me stupéfie. En quelques mots, notre dette s'évapore, notre maison est sauvée, notre avenir assuré. Le prix de cette magie noire? Mon intégrité, ma fidélité, mon âme. Maintenant, parlons de nos arrangements. Premier rendez-vous demain soir, 20h, à mon appartement. L'adresse est 15 rue de Rivoli, dernier étage. Le portier vous connaîtra sous le nom de Mademoiselle Laurent Emma Laurent. Vous frapperez 3 coups, attendrez 2 secondes, puis 3 autres coups. Vous avez retenu? Oui. Ma voix n'est plus qu'un souffle. Excellent. Oh, et Emma? Portez quelque chose de, comment dire, d'élégant. Une robe, des talons. Vous représentez désormais mes intérêts, il faut que vous soyez à la hauteur. Il raccroche sans attendre ma réponse. Je reste là, le téléphone contre l'oreille, réalisant que je viens de franchir une ligne invisible. Je ne suis plus Emma Dubois, épouse et mère respectable. Je suis devenue Emma Laurent, maîtresse d'un homme que je méprise. Le trajet de retour en RR me semble interminable. À chaque arrêt, j'observe les voyageurs qui montent et descendent, menant leur vie ordinaire, leur petit bonheur et leur petit malheur. Aucun d'eux ne se doute que la femme assise près de la fenêtre vient de vendre son corps pour 250 000 €. Aucun ne peut imaginer le poids de cette décision qui m'écrase les épaules comme une chape de plomb. Mon téléphone vibre. Un email de la banque. Madame Dubois, nous avons l'honneur de vous informer que votre compte a été crédité de la somme de 250 000 €. La procédure de saisie est annulée avec effet immédiat. C'est fait. L'argent est là, réel, tangible. Dans quelques minutes, je vais pouvoir rentrer chez moi et annoncer à Thomas que notre cauchemar est terminé. Je vais pouvoir regarder mes enfants dans les yeux en sachant que leur foyer est préservé. Mais à quel prix? J'arrive à la maison vers 19h30. La camionnette de Thomas est déjà dans l'allée, ce qui signifie qu'il est rentré plus tôt que d'habitude. Probablement inquiet de notre conversation matinale, de cette chose importante que je devais lui dire ce soir. Si seulement il savait que cette chose importante va désormais rester enfouie au plus profond de moi, comme un secret empoisonné. Je pousse la porte d'entrée et suis immédiatement accueilli par l'odeur familière du pot-au-feu que Thomas prépare les soirs où il rentre tôt. Cette normalité domestique contraste cruellement avec la sordidité de ce que je viens d'accepter. Emma? Sa voix résonne depuis la cuisine. Tu es en retard? J'ai eu des complications au bureau. Le mensonge sort naturellement, comme si j'avais déjà intégré ma nouvelle double vie. Ça sent bon. Je le rejoins dans la cuisine. Il est là,
tablier noué autour de la taille, remuant sa préparation avec cette concentration qu'il met dans tout ce qu'il entreprend. Ses cheveux châtains commencent à grisonner sur les tempes, et quelques rides creusent le coin de ses yeux, témoins de nos 20 années ensemble. Il lève la tête et me sourit avec cette tendresse qui me brise le cœur. « Alors, cette chose importante dont tu voulais me parler ?» Je reste figé. Comment lui annoncer que j'ai trouvé une solution à nos problèmes, sans pouvoir révéler la nature de cette solution? Comment lui mentir en le regardant dans les yeux? En fait, je m'approche de lui, pose mes mains sur ses joues. J'ai trouvé un nouveau travail. Des cours du soir, comptabilité pour adultes. Ça va nous rapporter un complément non négligeable. C'est fantastique. Il me soulève dans ses bras, me fait tournoyer dans la cuisine. Sa joie spontanée me déchire. Combien d'heures? 3 soirs par semaine. Mardi, jeudi et samedi. De 20h à minuit. Les mots sortent avec une facilité déconcertante. Delacroix a bien préparé ma couverture. Chaque détail est cohérent, crédible. Et tu commences quand? Demain soir? Emma, tu es extraordinaire. Il m'embrasse avec passion, et je sens le goût salé de mes larmes sur ses lèvres. Je sais que ces derniers temps ont été difficiles avec les problèmes de l'entreprise, mais on va s'en sortir. Ensemble, comme toujours. Ensemble, ce mot résonne dans ma tête comme un reproche. À partir de demain soir, nous ne serons plus vraiment ensemble. Il y aura lui, moi, et cette part obscure de ma vie qu'il ne devra jamais connaître. Maman. Maxime dévale l'escalier, cartable à l'épaule. Papa m'a dit qu'on pourrait aller voir le match samedi. C'est vrai? Je regarde Thomas, puis mon fils. Samedi soir, je serai chez Delacroix. En fait, mon chéri, je vais commencer à donner des cours le samedi soir. Mais vous pouvez y aller tous les deux, entre hommes. Génial! Maxime se jette au cou de son père. Ça va être super. Cette innocence, cette joie simple me donne envie de vomir. Comment ai-je pu accepter de souiller notre bonheur familial? Comment ai-je pu choisir de mentir à ces êtres qui me font confiance aveuglément? Le dîner se passe dans une ambiance détendue. Thomas raconte sa journée, évoque de nouveaux projets pour l'entreprise maintenant que les difficultés financières semblent s'éloigner. Il ne sait pas à quel point il dit vrai, il ne sait pas que notre dette vient d'être effacée comme par magie. Maxime parle de ses cours, de ses amis, de ses rêves d'adolescent. Chloé appelle pendant le dessert pour nous annoncer ses bons résultats et nous faire part de ses projets d'architecture. Une soirée familiale parfaitement normale qui aurait dû me combler de bonheur. Au lieu de cela, chaque sourire, chaque rire, chaque marque d'affection me transperce comme un poignard. Je regarde cette scène de bonheur domestique en sachant que demain, je vais commencer à la tâcher irrémédiablement. Vers 22h, Thomas et moi nous retrouvons dans notre chambre. Il se prépare pour la nuit avec ses gestes familiers, et moi je l'observe comme si c'était la dernière fois. Dans moins de 24 heures, d'autres mains que les siennes vont me toucher, d'autres lèvres que les siennes vont m'embrasser. Cette pensée me donne la nausée. Emma? Il se retourne, torse nu, et remarque mon regard. Tu es sûr que ça va? Tu es étrange ce soir. Juste fatigué. Cette histoire de nouveau travail, ça me stresse un peu. Il s'approche, prend mon visage entre ses mains. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es brillante, tu vas très bien t'en sortir. Et puis, c'est temporaire, non? Juste le temps de remonter la pente? Temporaire. 1 an. 12 mois de double vie, de mensonges, de trahison. Cela me paraît une éternité. Oui, temporaire. Il m'embrasse tendrement, et je me blottis contre lui, respirant son odeur familière, celle de l'homme que j'aime et que je m'apprête à trahir de la façon la plus odieuse qui soit. Cette nuit-là, nous faisons l'amour avec une intensité particulière. De son côté, c'est la joie de savoir que nos difficultés s'éloignent, que l'avenir redevient prometteur. Du mien, c'est l'adieu. L'adieu à notre innocence, à notre confiance mutuelle, à cette complicité absolue qui nous unit depuis 20 ans. Le lendemain matin, Thomas part au travail avec un sourire radieux. Il siffle en chargeant ses outils dans la camionnette et cette insouciance retrouvée me brise le cœur. À 8h30, je reçois un message de Delacroix. N'oubliez pas, ce soir, 20h, 15 rue de Rivoli. Soyez ponctuels. Et Emma, portez de la lingerie noire. La crudité de ce message me coupe le souffle. Hier encore, j'étais une femme respectable. Aujourd'hui, un inconnu me donne des ordres sur mes sous-vêtements. La descente aux enfers a commencé. L'après-midi, je fais des achats que je n'aurais jamais imaginé faire. Une robe noire ajustée, des escarpins vertigineux, de la lingerie raffinée dans les tons sombres. À chaque achat,
J'ai l'impression de m'enfoncer un peu plus dans mon nouveau rôle. La vendeuse de la boutique de lingerie me complimente sur mes choix avec un sourire entendu qui me met mal à l'aise. Devine-t-elle la nature de mes intentions? Vers 17 heures, je prétexte une migraine pour quitter le bureau plus tôt. Il me faut du temps pour me préparer, physiquement et mentalement, à ce qui m'attend. Chez moi, je prends un bain brûlant, comme pour purifier mon corps avant de le souiller. Je me maquille soigneusement, me coiffe, enfile mes nouveaux vêtements. La femme qui me regarde dans le miroir de ma chambre ressemble à Emma Dubois, mais c'est déjà Emma Laurent qui me fixe. À 19h15, Thomas rentre du travail. Waouh! Il s'arrête dans l'entrée, admiratif. Tu es magnifique. C'est pour tes cours? Il faut faire bonne impression le premier soir. Tu vas les éblouir? Il s'approche pour m'embrasser, mais je recule instinctivement. Ce geste, cette proximité avec l'homme que j'aime juste avant d'aller dans les bras d'un autre me semble une profanation de plus. Je ne veux pas abîmer mon maquillage, mentis-je lamentablement. Il sourit, compréhensif. Bien sûr. Vas-y, alors, et bonne chance. Je t'aime, murmurai-je en partant. Moi aussi je t'aime. À tout à l'heure. Ces mots me poursuivent pendant tout le trajet vers Paris. Thomas m'aime, et moi je l'aime aussi. Plus que ma propre vie. C'est exactement pour cela que je m'apprête à le trahir. Paradoxe cruel d'un amour qui pousse au sacrifice de soi-même. À 19h55, je me trouve devant le 15 rue de Rivoli. L'immeuble haussmannien est imposant, bourgeois, respectable. Rien ne laisse deviner les turpitudes qui s'y déroulent. Le portier, un homme d'âge mûr au regard froid, hoche la tête quand je me présente sous le nom d'Emma Laurent. Il me tend une clé sans un mot. Dernier étage. L'ascenseur est au fond du hall. L'ascenseur s'élève lentement, m'emportant vers ma chute. À chaque étage, je pourrais encore appuyer sur le bouton d'arrêt, redescendre, fuir. Mais mes jambes ne bougent pas, ma main ne se tend pas vers les boutons. La logique implacable qui m'a mené jusqu'ici continue de me porter. Dernier étage. La porte s'ouvre sur un palier élégant, éclairé par un lustre de cristal. Une seule porte, marquée d'un simple numéro, 12. Je m'approche, mon cœur battant la chamade. 3 coups. Pause de 2 secondes. 3 autres coups. La porte s'ouvre immédiatement, comme si Delacroix m'attendait de l'autre côté. Il apparaît dans l'embrasure, vêtu d'un costume sombre impeccable, un verre de champagne à la main. « Bonsoir, Emma. Vous êtes ponctuelle et ravissante. » Son regard me parcourt de la tête aux pieds, s'attardant sur chaque courbe, chaque détail de ma tenue. Je me sens déshabillé, évalué, jaugé comme une marchandise. « Entrez, je vous en prie. » Je franchis le seuil et la porte se referme derrière moi avec un petit déclic qui résonne comme le glas de ma vie d'avant. L'appartement est somptueux. Au plafond, moulures dorées, mobilier d'époque, œuvres d'art au mur. Tout respire le luxe et le raffinement. Par les grandes fenêtres, la vue sur les Tuileries est à couper le souffle. Champagne? Il me tend une coupe de cristal. Dom Pérignon 1996. Pour célébrer le début de notre collaboration. Je prends le verre, mes mains tremblant légèrement. L'alcool pétille sur ma langue, amer malgré sa réputation d'excellence. Alors, Emma, êtes-vous prête à découvrir votre nouvelle vie? Chapitre 5. Dans l'intimité du péché, même les masques les plus soignés finissent par tomber. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être spectateur de votre propre vie, comme si votre âme s'était détachée de votre corps pour observer de loin les compromissions que vous acceptez? C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment, debout dans ce salon luxueux, une coupe de champagne à la main, face à l'homme qui vient d'acheter ma fidélité conjugale. Asseyez-vous, Emma. Delacroix me désigne un canapé de velours rouge sang. Nous avons beaucoup de choses à nous dire avant de passer aux choses sérieuses. Je m'installe avec précaution, lissant ma robe noire sous mes cuisses. Chaque geste me semble amplifié, observé, analysé. Delacroix prend place face à moi dans un fauteuil en cuir, croisant les jambes avec une désinvolture étudiée. Première chose à clarifier, nos règles. Il boit une gorgée de champagne, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand vous êtes ici, vous n'êtes plus Emma Dubois, l'épouse et la mère. Vous êtes Emma Laurent, ma consultante personnelle. Et accessoirement, ma maîtresse. Le mot claque dans l'air comme une gifle. Maîtresse. Voilà donc ce que je suis devenu en l'espace de 24 heures. Deuxième règle, ce qui se passe ici reste ici. Jamais un mot à votre mari, jamais une confidence à une amie. Le secret absolu est la condition de notre arrangement. Et si? Ma voix tremble légèrement. Et si Thomas soupçonne quelque chose?
Il ne soupçonnera rien si vous savez jouer votre rôle. Son sourire se fait carnassier. D'ailleurs, permettez-moi de vous donner quelques conseils pratiques. Première erreur classique, les marques de morsure, de succion, de griffure. Évitez-les. Deuxième erreur, rentrez chez vous avec une odeur différente. J'ai fait installer une douche dans la chambre spécialement à cet effet. Troisième erreur, changez subitement vos habitudes intimes avec votre mari. Continuez à lui faire l'amour comme avant, avec la même fréquence, les mêmes gestes. Chaque conseil me révulse un peu plus. Cet homme a pensé à tout, anticipé chaque détail de ma double vie. Il collectionne manifestement les maîtresses mariées et l'expérience lui a appris à éviter les écueils. Troisième règle, vous me devez une totale disponibilité pendant nos rendez-vous. Pas de téléphone qui vibre, pas d'excuses pour partir plus tôt, pas de distance physique ou émotionnelle. Quand vous êtes là, vous êtes entièrement à moi. Et la quatrième règle, j'ai posé la question sans réfléchir, comme si je voulais connaître l'étendue complète de mon asservissement. Il n'y en a pas d'autres. Ces trois-là suffisent largement. Il se lève, s'approche de moi. Maintenant, montrez-moi que vous avez bien compris. Il tend sa main vers moi. Je la regarde fixement, sachant qu'en la prenant, je franchis une nouvelle étape dans ma chute. Mes doigts se referment sur les siens et il m'attire debout contre lui. Embrassez-moi. L'ordre est simple, direct, insupportable. Je lève mon visage vers le sien et nos lèvres se touchent. Ce baiser n'a rien à voir avec ceux de Thomas. Là où mon mari est tendre et patient, Delacroix est possessif et exigeant. Sa langue force l'accès à ma bouche. Ses mains parcourent mon dos, s'attardent sur mes hanches. Je subis plus que je ne participe, mais il ne semble pas s'en formaliser. Pas mal pour un début. Il se recule légèrement, me maintenant contre lui. Vous apprendrez vite, j'en suis sûr. Mathieu, le prénom sort difficilement de mes lèvres. Est-ce que nous devons, ce soir, faire l'amour? Il caresse ma joue de ses doigts. Non, Emma, pas ce soir. Ce soir, nous apprenons à nous connaître. Le plaisir viendra plus tard, quand vous serez prête à me le donner vraiment. Cette considération apparente me surprend. J'avais imaginé qu'il me prendrait de force, qu'il profiterait immédiatement de ma vulnérabilité. Au lieu de cela, il semble vouloir une forme de consentement, même extorqué. En revanche, j'aimerais que vous me parliez de vous, vos désirs, vos fantasmes, vos frustrations conjugales. Mes frustrations? Je me raidis dans ses bras. Je n'en ai aucune. Thomas est un merveilleux mari et un amant attentionné. Allons, Emma. Il me guide vers le canapé, me fait rasseoir. 20 ans de mariage, 2 enfants, la routine du quotidien. Il n'y a pas un petit coin de votre âme qui rêve d'aventure, de passion, d'interdit? Sa question me met mal à l'aise parce qu'elle touche juste. Bien sûr qu'il y a parfois des moments où je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais fait d'autres choix. Bien sûr qu'il arrive que la routine conjugale me pèse, que j'ai envie d'autre chose. Mais de là à tromper Thomas, tout le monde a ce genre de pensée. Murmurai-je. Cela ne veut pas dire qu'on agit en conséquence. Sauf que vous allez agir? Il se resserre du champagne, remplit également ma coupe. Alors autant que ce soit agréable, non? Comment voulez-vous que ce soit agréable? Je ne suis ici que par chantage. Chantage? Il lève un sourcil, feignant la surprise. Emma, personne ne vous a forcé. Vous aviez le choix entre perdre votre maison et accepter ma proposition. Vous avez choisi. Librement. Librement? Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête? La vie est pleine d'épées de Damoclès, ma chère Emma. L'art consiste à danser en dessous sans se faire trancher la gorge. Il trinque avec moi, son regard plongé dans le mien. Et je vais vous apprendre à danser. Nous parlons pendant près d'1 heure. Delacroix se révèle un homme cultivé, intelligent, capable de parler d'art, de littérature, de politique avec une aisance qui me surprend. Progressivement, l'alcool aidant, je me détends légèrement. Presque malgré moi, je me surprends à répondre à ces questions, à me livrer un peu. Vous étiez comptable avant votre mariage? Oui, dans un grand cabinet parisien. J'adorais ça. Les chiffres, l'analyse, la stratégie financière. J'avais même été pressenti pour devenir associé junior. Et vous avez tout quitté pour suivre Thomas en banlieue. C'était notre choix. Nous voulions une vie plus calme, une maison avec un jardin pour élever nos enfants. Des regrets? La question me fait réfléchir. Des regrets, j'en ai parfois, effectivement. Pas sur Thomas, jamais sur Thomas, mais sur cette vie professionnelle que j'ai abandonnée, sur ces ambitions que j'ai mises de côté.
Quelques-uns. Parfois. Et si je vous proposais de retravailler dans votre domaine? Vraiment, je veux dire. Pas cette mascarade de cours du soir. Comment? J'ai besoin d'une vraie comptable pour mes affaires. Quelqu'un de discret, de compétent, de motivé. Le poste vous intéresse? Cette proposition me déstabilise. Delacroix m'offre-t-il une opportunité professionnelle réelle ou est-ce un piège supplémentaire pour m'enfoncer dans sa toile? Qu'est-ce que cela implique? Des responsabilités importantes, un salaire confortable et surtout l'occasion de remettre en pratique vos compétences. Il se penche vers moi. Emma, vous êtes trop intelligente pour vous contenter de gérer les factures d'une menuiserie artisanale. Vous avez un potentiel que votre mari ne peut pas vous aider à exploiter. L'argument porte. Depuis des années, je m'ennuie dans mon travail à mi-temps au cabinet Leroux. Des tâches répétitives, sans enjeu, sans défi. L'occasion de reprendre des responsabilités à la hauteur de mes capacités m'excite malgré moi. Et Thomas, comment justifier un nouveau travail si important? Dites-lui que vos cours du soir vous ont mené à cette opportunité. Un de vos élèves, chef d'entreprise, qui a remarqué vos compétences. Encore des mensonges. Toujours des mensonges. Mais celui-ci me permettrait au moins de retrouver une fierté professionnelle que j'ai perdue depuis longtemps. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Prenez votre temps. Il consulte sa montre, une Patek Philippe qui vaut probablement plus que notre voiture. Il est presque minuit. Vous devriez rentrer. Première règle d'une double vie réussie, respecter les horaires. Je me lève, légèrement étourdi par le champagne et par cette soirée irréelle. Delacroix me raccompagne vers l'entrée, mais s'arrête avant d'ouvrir la porte. Emma, un dernier détail. Il plonge la main dans la poche de sa veste et en sort un petit écrin de velours noir. Mon cœur s'accélère. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau, pour marquer le début de notre relation. Il ouvre l'écrin, révélant un collier de diamants d'une beauté à couper le souffle. Les pierres captent la lumière du lustre, projetant 1000 éclats scintillants sur les murs. Mathieu, je ne peux pas accepter ça. C'est trop? Trop cher? Il sourit. Emma, vous venez d'accepter de devenir ma maîtresse. Un collier de diamants vous semble-t-il vraiment disproportionné? Il a raison, et cette logique me dégoûte. Si j'accepte de vendre mon corps, pourquoi refuserais-je ces cadeaux? Tournez-vous. Je lui obéis, et ses doigts effleurent ma nuque tandis qu'il attache le collier. Le contact de sa peau sur la mienne me fait frissonner. Les diamants sont froids contre ma gorge, lourds de leur signification symbolique. Parfait. Cela vous va ravir. Il fait le tour pour m'admirer. Vous le porterez à chacune de nos rencontres. C'est ma signature, en quelque sorte. Et comment expliquer à Thomas? Vous ne l'expliquez pas. Vous le cachez. Dans votre sac, dans votre voiture, où vous voulez. Vous ne le mettez qu'ici et vous l'enlevez avant de repartir. Un nouveau secret. Une nouvelle complication. Une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de mensonges que je suis en train de construire. Jeudi soir, même heure? Jeudi soir? Il m'embrasse une dernière fois, plus longuement que la première fois, et je le laisse faire. Quand nos lèvres se séparent, je lis une satisfaction dans son regard qui me glace. Bonne nuit, Emma Laurent. Bonne nuit, Mathieu. La porte se referme derrière moi. Dans l'ascenseur qui me ramène vers le rez-de-chaussée, j'enlève précipitamment le collier et le glisse dans mon sac. Mes doigts tremblent et je réalise que je viens de passer un cap. Ce n'est plus seulement mon corps que j'ai vendu, mais aussi mon âme, ma dignité, mon identité. Le trajet de retour se passe dans un brouillard d'alcool et de confusion. Que vais-je dire à Thomas? Comment me comporter comme si rien n'avait changé? Comment faire semblant d'être encore la femme qu'il a épousée? Il m'attend dans le salon, devant la télévision, luttant visiblement contre le sommeil. Alors, cette première soirée? Il se lève pour m'accueillir et je prie pour qu'il ne sente pas l'odeur du parfum de Delacroix sur moi. Très bien. Des adultes motivés. Un bon niveau. Je pense que ça va me plaire. Tu as l'air fatigué. La concentration, le stress, tu sais ce que c'est. Il m'embrasse sur le front et ce geste tendre me déchire. Comment peut-il encore m'aimer alors que je reviens d'une soirée avec un autre homme? Comment peut-il me faire confiance alors que je viens de franchir toutes les lignes rouges de notre mariage? Va te coucher, mon amour. Moi, je finis mon film et j'arrive. Dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir. Mes lèvres sont légèrement gonflées par les baisers de Delacroix, mes cheveux un peu décoiffés. Heureusement, Thomas ne semble rien avoir remarqué. Je me démaquille soigneusement, efface toute trace de cette soirée,
redevient Emma Dubois. Mais au fond de mon sac, le collier de diamants me rappelle que désormais, Emma Laurent existe aussi, et qu'elle prendra de plus en plus de place dans ma vie. Thomas me rejoint au lit 1 heure plus tard. Il se glisse contre moi, passe ses bras autour de ma taille et murmure « Je t'aime » dans mon oreille. Ces mots, qui d'habitude me réchauffent le cœur, me donnent ce soir envie de pleurer. Parce que je l'aime aussi, désespérément, et que c'est exactement pour cela que j'ai accepté l'inacceptable. Dans l'obscurité de notre chambre, je fixe le plafond en me demandant jusqu'où cette histoire va me mener. Pierre Moreau veut que j'espionne Delacroix. Delacroix veut faire de moi sa comptable et sa maîtresse. Thomas veut simplement que je sois heureuse. Et moi, qu'est-ce que je veux, moi, au fond de tout ça? La réponse me terrifie. Je ne le sais plus. Chapitre 6. Quand on jongle avec les mensonges, il suffit d'une seconde d'inattention pour que tout s'écroule. Comment mesure-t-on la transformation d'une femme? Au nombre de secrets qu'elle accumule, au masque qu'elle apprend à porter, ou simplement à cette distance grandissante qu'elle met entre elle et ce qu'elle aime. 3 semaines se sont écoulées depuis ma première soirée chez Delacroix, et je ne me reconnais plus dans le miroir de ma propre vie. Ce matin de novembre, debout devant la fenêtre de la cuisine, je regarde Thomas charger ses outils dans sa camionnette. Il siffle un air que je ne reconnais pas, et cette insouciance retrouvée me brise le cœur autant qu'elle me rassure. L'argent de Delacroix a effacé nos dettes comme par magie, et mon mari a retrouvé cette confiance en l'avenir qui le caractérisait avant nos difficultés financières. Emma? Sa voix me tire de mes sombres réflexions. Tu rêves? Je pensais au week-end. Chloé rentre de Lyon vendredi soir. C'est vrai? Son visage s'illumine. Ça va être bon de la revoir. Tu crois qu'elle a maigri? Elle mange correctement, au moins. Cette inquiétude paternelle, si touchante, me serre la gorge. Thomas est un père formidable, un mari aimant, un homme bon. Et moi, je le trahis 3 fois par semaine avec un cynisme qui m'épouvante. Elle va très bien, ne t'inquiète pas. Il m'embrasse sur la joue et part travailler. Dès que sa camionnette disparaît au bout de l'allée, je sors de mon sac le téléphone portable que Delacroix m'a offert la semaine dernière. Un iPhone dernier cri, exclusivement réservé à nos communications. Encore un secret à cacher, encore un mensonge à organiser. 2 messages non lus. Le premier, de Delacroix. Réunion importante ce soir. Portez le tailleur gris et la lingerie rouge. Nous recevons des investisseurs japonais. Votre présence est indispensable. Le second, de Pierre Moreau. Rendez-vous urgent. Café de Flore, 14 heures. J'ai du nouveau sur l'affaire Delacroix. Ne me faites pas faux bond. Mes mains se mettent à trembler. Depuis 3 semaines, Pierre me harcèle de messages réclamant les informations que je suis censé récolter sur Delacroix. Le problème, c'est que je n'ai encore rien trouvé de compromettant. Mathieu est trop intelligent pour laisser traîner des documents sensibles, et moi, je suis trop novice dans l'art de l'espionnage pour savoir où chercher. Pire, au fil de nos rencontres, je commence à éprouver pour lui des sentiments qui me dégoûtent. Pas de l'amour? Non, jamais. Mais une forme d'attirance physique que je ne peux plus nier, une fascination pour cet homme cultivé et raffiné qui me fait découvrir un monde de luxe et de sophistication que je n'avais jamais connu. Hier soir encore, après avoir fait l'amour avec une passion que je ne me connaissais pas, j'ai eu du mal à me détacher de ses bras. Cette pensée me révulse, mais je ne peux pas la chasser. Mon corps trahit mes convictions, mes sens contredisent ma morale, et cette guerre interne m'épuise. À 14 heures précises, je pousse la porte du café de Flore. Pierre m'attend au fond de la salle, dissimulé derrière un journal. Il a encore maigri, ses cernes se sont creusées, et ses vêtements froissés trahissent un homme aux abois. « Emma !» Il se lève précipitamment, renversant presque sa tasse de café. « Merci d'être venu. Dites-moi ce que vous avez à me dire et finissons-en. » Je m'assieds face à lui, refusant le contact physique qu'il tente d'amorcer. « J'ai une réunion importante ce soir. » Justement, cette réunion, c'est exactement ce dont je voulais vous parler. Il se penche vers moi, baissant la voix. Les investisseurs japonais que Delacroix reçoit ce soir ne sont pas des investisseurs ordinaires. Que voulez-vous dire? Ils représentent un consortium de yakuza, de la mafia japonaise, Emma. Delacroix blanchit de l'argent sale pour eux depuis des années. Mon sang se glace. Des yakuza, de l'argent sale. Dans quoi me suis-je fourré? Comment pouvez-vous savoir ça? Parce que c'est moi qui ai servi d'intermédiaire pour le contact initial. Il passe une main nerveuse dans ses cheveux. L'affaire dans laquelle j'ai investi votre argent, c'était ça, Emma, une opération de blanchiment montée par Delacroix. Le café me semble soudain irrespirable.
Pierre vient de m'avouer qu'il a utilisé l'argent de l'entreprise de Thomas pour financer des activités criminelles. Vous êtes en train de me dire que notre argent sert à blanchir de l'argent de la mafia. C'était censé être un placement sûr. Sa voix monte, attirant les regards des autres clients. Delacroix m'avait garanti des retours sur investissement de 30%. Comment aurais-je pu refuser? En étant honnête, en ne touchant pas à l'argent de l'entreprise. Emma, écoutez-moi. Il saisit mon poignet par-dessus la table. Cette réunion de ce soir, c'est votre chance. Delacroix va montrer des documents, des preuves de ses opérations. Il faut que vous les photographiez. Vous êtes fou? Je ne suis pas James Bond. Et puis, même si j'y arrivais, qu'est-ce que ça changerait? Avec ces preuves, je peux faire chanter Delacroix, l'obliger à nous rendre notre argent, et même plus. De quoi vous dédommager largement pour? Il jette un coup d'œil à ma tenue élégante, à mon maquillage soigné, pour ce qu'il vous fait subir. Cette dernière remarque m'agace profondément, comme si j'étais uniquement une victime, comme si je n'avais aucune responsabilité dans mes choix. Et si ça tourne mal, si Delacroix découvre ce que je fais, vous avez parlé de Yakuza, Pierre. Ces gens-là ne plaisantent pas avec les traîtres. Il ne découvrira rien si vous êtes prudente. Il sort son téléphone, me montre une application. Regardez, j'ai installé ça sur votre téléphone secret. Une application qui permet de prendre des photos silencieusement, sans flash. Il suffit de faire semblant de consulter vos messages. Quand avez-vous eu accès à mon téléphone? L'autre jour, quand vous étiez aux toilettes. Désolé, mais c'était nécessaire. Cette violation de mon intimité me met hors de moi. D'abord Delacroix qui fouille dans ma vie privée, maintenant Pierre qui pirate mon téléphone. Tous ces hommes me traitent comme un objet, un moyen d'atteindre leur fin. Pierre, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas prendre ce risque. J'ai une famille, des enfants, et c'est justement pour eux que vous devez le faire. Sa voix se fait suppliante. Emma, si cette affaire tourne mal, si les Yakuza perdent leur argent, ils vont se retourner contre tous ceux qui étaient impliqués. Moi, vous, Thomas, personne ne sera épargné. Une sueur froide me parcourt l'échine. Thomas, mes enfants, je n'avais pas pensé qu'ils pourraient être menacés. Vous mentez, pour me faire peur. Je ne mens pas. Il sort une enveloppe de sa poche, la pose sur la table. Regardez. À l'intérieur, des photos. Thomas sur son chantier. Maxime sortant du lycée. Chloé à la terrasse d'un café lyonnais. Ma famille, surveillée, photographiée, menacée. Qui a pris ces photos? Les hommes de Yamamoto, le chef du consortium japonais. Ils savent tout sur vous, Emma, sur votre famille, vos habitudes, vos faiblesses. Si l'opération tourne mal, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à eux pour vous faire payer. Je fixe les clichés avec horreur. Mon mari, mes enfants, innocents de mes turpitudes, sont devenus des cibles potentielles à cause de mes choix. Qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Photographiez les documents que Delacroix montrera ce soir. Surtout les comptes, les circuits de financement, les noms des complices. Avec ça, nous pourrons négocier notre sortie de cette affaire. Et si je refuse? Pierre ne répond pas, mais son regard éloquent se pose sur les photos de ma famille. Le message est clair, je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Je me lève, glissant l'enveloppe dans mon sac. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Emma, il me rattrape sur le trottoir. Soyez prudente ce soir. Et n'oubliez pas, vous ne faites pas ça pour moi. Vous le faites pour Thomas, pour vos enfants, pour votre survie à tous. Le trajet de retour à la maison se passe dans un brouillard d'angoisse et de confusion. Je pensais avoir touché le fond en acceptant de devenir la maîtresse de Delacroix. Je découvre aujourd'hui que ce fond avait lui-même un sous-sol. Je suis maintenant impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent avec la mafia japonaise. À 17 heures, Thomas rentre plus tôt que prévu. Il me trouve dans le salon, figé devant la télévision, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. « Ça va? Tu as l'air préoccupé. » Les cours de ce soir. Une évaluation importante. Je stresse un peu. Mes mensonges sortent de plus en plus facilement. C'est terrifiant de constater à quelle vitesse on s'habitue à tromper ce qu'on aime. Tu veux que je t'accompagne à la gare? Non. Ma réaction est trop vive, trop brusque. Thomas fronce les sourcils. Je veux dire, j'ai besoin de marcher un peu. Pour me détendre. Il s'approche, pose ses mains sur mes épaules. Emma, qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Depuis quelques semaines, tu es différente, distante, comme si tu avais des soucis que tu ne veux pas partager.
Son intuition me glace. Thomas me connaît trop bien pour ne pas sentir que quelque chose cloche. Combien de temps vais-je pouvoir maintenir cette façade? C'est juste la fatigue, mon chéri. Ce nouveau travail, c'est plus prenant que prévu. Tu es sûr? Il me regarde droit dans les yeux, et j'ai l'impression qu'il peut lire jusqu'au fond de mon âme. Si tu as des problèmes, tu sais que tu peux tout me dire, tout lui dire. Si seulement c'était possible. Si seulement je pouvais avouer que j'ai hypothéqué notre maison sans le prévenir, que nous avons été sauvés par un homme qui fait de moi sa maîtresse, que notre argent sert à blanchir des fonds de la mafia japonaise, que nos vies sont peut-être en danger. Je sais. Je t'aime, Thomas. Moi aussi je t'aime. Il m'embrasse tendrement. Rentre vite ce soir. Tu me manques quand tu n'es pas là. Cette déclaration d'amour me transperce. Comment peut-il encore m'aimer alors que je le trahis de toutes les manières possibles? À 19h30, je pars vers Paris, habillé comme me l'a demandé Delacroix. Tailleur gris strict, chemisier blanc, escarpin noir. Une tenue professionnelle qui dissimule la lingerie rouge qu'il a exigée. Dans mon sac, le téléphone trafiqué par Pierre, prêt à immortaliser les preuves de nos crimes. L'appartement de la rue de Rivoli bourdonne d'activité quand j'arrive. Delacroix m'accueille avec un baiser possessif, ses mains s'attardant sur mes hanches. Parfaite, exactement l'image que je voulais donner. Il ajuste ma veste, replace une mèche de mes cheveux. Ce soir, vous êtes Emma Laurent, ma directrice financière. Brillante, compétente, discrète. Mathieu, qui sont exactement ces investisseurs? Des hommes d'affaires très influents, très riches et très exigeants en matière de confidentialité. Son regard se durcit. J'espère que vous savez tenir votre langue, Emma. Certaines informations ne doivent jamais sortir de cette pièce. Jamais. La menace est claire. Je hoche la tête, espérant que mon trouble ne se voit pas. Bien. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Souriez. Soyez charmante et laissez-moi mener les négociations. Votre rôle consiste surtout à avoir l'air compétente, désirable. Ces messieurs apprécient la beauté féminine. Désirable. Encore une fois, mon corps est mis au service des affaires de Delacroix. Je commence à comprendre que je ne suis pas seulement sa maîtresse, mais aussi un appât, un élément de décor destiné à séduire ses partenaires. La sonnette retentit. 3 coups, pause, 3 coups. Le code secret que je connais maintenant par cœur. Les voilà. Delacroix lit sa cravate, adopte son masque de parfait homme d'affaires. Showtime, Emma. Il ouvre la porte sur 3 hommes en costume sombre. Âge moyen, cinquantaine, allure stricte et regard froid. Ils s'inclinent légèrement devant Delacroix, puis leurs yeux se posent sur moi avec une attention qui me met mal à l'aise. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Emma Laurent, ma directrice financière. Emma, voici M. Yamamoto, M. Tanaka et M. Sato. Yamamoto, le nom que Pierre a mentionné. Le chef du consortium de Yakuza. L'homme qui a fait surveiller ma famille. Mon sang ne fait qu'un tour, mais je parviens à sourire et à serrer les mains tendues. Enchanté, mademoiselle Laurent. L'accent de Yamamoto est léger, sa politesse parfaite, mais il émane de lui une aura de danger que je ressens viscéralement. Mathieu nous a beaucoup parlé de vos compétences. Merci, monsieur Yamamoto. J'espère être à la hauteur de vos attentes. J'en suis certain. Son sourire ne réchauffe pas son regard. Les femmes de talent sont rares dans notre métier. Il faut les préserver. Cette dernière phrase résonne comme un avertissement. Ou une menace. Delacroix nous guide vers le salon. Sur la table basse, il a disposé plusieurs dossiers épais, des graphiques, des tableaux de chiffres. Mon cœur s'accélère. Les preuves que Pierre réclame sont peut-être là, à portée de main. Messieurs, asseyez-vous. Emma va nous servir à boire, puis nous pourrons passer aux choses sérieuses. Je joue les hôtesses, servant du whisky japonais dans des verres de cristal. Mes mains ne tremblent pas, mon sourire reste en place, mais intérieurement, je suis terrorisé. Dans quelques minutes, je vais devoir prendre des photos compromettantes sous le nez de 3 membres de la mafia japonaise et d'un homme qui n'hésite pas à faire chanter ses maîtresses. Si j'échoue, ma famille est en danger. Si je réussis, je deviens complice de chantage. Si je ne fais rien, l'argent sale continuera de circuler et Pierre trouvera un autre moyen de me manipuler. Quel que soit mon choix, je suis condamné. Yamamoto ouvre le premier dossier et je reconnais des relevés bancaires, des virements internationaux, des noms de sociétés offshore. Ma formation de comptable me permet de déchiffrer rapidement la nature de ces documents. C'est effectivement un circuit de blanchiment d'argent, sophistiqué et parfaitement rodé. Comme vous pouvez le voir, nos opérations se déroulent sans accroc.
Delacroix pointe différents chiffres avec un laser rouge. Les fonds transitent par nos filiales suisses, puis sont réinvestis dans l'immobilier parisien. Un système parfaitement légal en apparence. Mon téléphone est dans mon sac, à portée de main. Il suffirait que je fasse mine de consulter mes messages pour déclencher l'application photo. Mais Yamamoto ne me quitte pas des yeux, et j'ai l'impression qu'il peut lire dans mes pensées. « Mademoiselle Laurent, vous paraissez bien silencieuse. » Sa voix me fait sursauter. « Ces chiffres vous semblent-ils corrects ?» Eux ? Oui, parfaitement corrects. Je me force à me pencher sur les documents, feignant l'intérêt professionnel. La structure de financement est très élégante. Élégante, oui, c'est le mot. Yamamoto sourit, mais ses yeux restent froids. J'imagine que vous comprenez l'importance de la discrétion dans ce type d'opération. Bien sûr, le secret professionnel est la base de notre métier. Parfait, parce que les indiscrétions peuvent avoir des conséquences fâcheuses. N'est-ce pas, Mathieu ? Delacroix hoche la tête et je comprends qu'ils font allusion à quelque chose de précis. Quelqu'un qui a parlé et qui l'a payé cher ? Probablement. La réunion se poursuit pendant près d'1 heure. Chiffres, projections, planning des prochaines opérations. Tout y passe et je grave chaque détail dans ma mémoire. À plusieurs reprises, je tente de sortir discrètement mon téléphone. Mais chaque fois, le regard de Yamamoto me dissuade de poursuivre. Vers 22h30, les 3 Japonais se préparent à partir. Poignée de main, courbette, promesse de se revoir bientôt. Yamamoto s'attarde près de moi. « Au revoir, mademoiselle Laurent. J'espère avoir le plaisir de vous revoir. »« Au revoir, monsieur Yamamoto. » Il s'éloigne, puis se retourne une dernière fois. « Oh, mademoiselle, si vous avez des enfants, embrassez-les de ma part. Les enfants sont si précieux, si fragiles, il faut les protéger. » Mon sang se glace. Il sait pour Chloé et Maxime, et il vient de me faire comprendre qu'il peut s'en prendre à « et si je ne reste pas dans le droit chemin ». La porte se referme sur les 3 hommes. Delacroix pousse un soupir de satisfaction. Excellente soirée. Ces messieurs sont ravis de notre collaboration. Il se tourne vers moi, me prend dans ses bras. Et vous, Emma, vous avez été parfaite. Exactement le type de femme qui impressionne ces hommes-là. Mathieu, ma voix tremble malgré mes efforts pour paraître normale. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils font exactement? Des affaires, ma chère Emma, des affaires très lucratives. Ils me caressent la joue. Pourquoi cette question? Simple curiosité professionnelle. La curiosité peut être dangereuse dans notre milieu. Son ton se fait plus sec. Contentez-vous de faire votre travail et de toucher votre salaire. C'est plus sûr pour tout le monde. Le message est clair. Ne posez pas de questions. Ne cherchez pas à comprendre. Obéissez et taisez-vous. Il m'attire vers la chambre et je comprends que la soirée n'est pas terminée. Mes obligations professionnelles vont maintenant laisser place à mes devoirs de maîtresse. Dans quelques minutes, cet homme qui blanchit l'argent de la mafia va faire l'amour avec une femme mariée qui n'a même pas réussi à prendre les photos qui auraient pu la libérer. Une fois de plus, je subis les événements au lieu de les contrôler. Une fois de plus, je trahis Thomas sans même avoir la consolation d'œuvrer pour notre liberté. Une fois de plus, je m'enfonce un peu plus dans cette spirale de mensonges et de compromissions qui finira par nous détruire tous. Chapitre 7. Il arrive un moment où les conséquences de nos actes nous rattrapent et où tous les masques finissent par tomber. Comment savoir quand votre double vie va exploser? Y a-t-il des signes précurseurs, des alarmes qui sonnent pour vous prévenir que l'édifice de mensonges s'apprête à s'effondrer? Ce vendredi matin de décembre, en regardant Chloé déjeuner dans notre cuisine, j'ai la terrible intuition que l'heure des comptes approche. Ma fille a changé depuis son retour de Lyon. Plus observatrice, plus méfiante, elle me regarde parfois avec une intensité qui me met mal à l'aise. Ses 18 ans lui donnent cette lucidité cruelle de l'âge adulte naissant, cette capacité à voir les failles là où l'enfance ne percevait que l'évidence de l'amour parental. « Maman, tu as maigri. » Elle pose sa tasse de café, me dévisage avec inquiétude. « Et tu as des cernes. Tu dors mal? » Le nouveau travail, ma chérie, c'est plus prenant que prévu. Justement, parlons-en de ce travail. Elle se cale dans sa chaise, adopte cette posture d'adulte qui me serre le cœur. Des cours de comptabilité le soir, 3 fois par semaine, ça rapporte vraiment autant? Parce que papa m'a dit que vos problèmes financiers étaient réglés. Mon estomac se noue. Chloé étudie l'architecture, mais elle a hérité de mon sens des chiffres. Elle a toujours eu une intelligence pratique qui lui permet de repérer les incohérences. Les cours sont bien payés et j'ai aussi trouvé un poste de consultant pour une entreprise.
Accumul d'activités. Quelle entreprise? La question claque comme un piège qui se referme. Chloé ne me demande pas ça par curiosité, mais parce qu'elle soupçonne quelque chose. Une société d'investissement privé. Rien de très passionnant. Tu pourrais me donner le nom? J'ai un ami qui cherche un stage dans ce secteur. Mes mains se mettent à trembler légèrement. Comment mentir à sa propre fille qui vous regarde droit dans les yeux avec cette innocence accusatrice? C'est confidentiel, ma chérie. Clause de discrétion. Tu comprends. Chloé ne répond pas, mais son regard en dit long. Elle ne me croit pas, et pour la première fois de sa vie, elle doute de sa mère. Thomas descend à ce moment-là, interrompant providentiellement cet interrogatoire. Il embrasse Chloé sur le front, puis moi sur la joue. Mes deux femmes préférées. Comment ça va? Ma grande? Ça va, papa. Chloé sourit, mais je remarque qu'elle évite de me regarder. Tu es content que tes problèmes d'entreprise soient réglés? Très content. Ta mère est un génie de la finance. Grâce à elle, nous voilà tirés d'affaire. Cette fierté dans sa voix me déchire. Thomas ne se doute de rien, continue de me faire une confiance aveugle, et moi je le trahis chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi. Mon téléphone secret vibre dans mon sac. Un message de Delacroix. Changement de programme. Rendez-vous ce soir au restaurant Le Grand Véfour. 20h, tenue de soirée. Nous avons des invités importants. Un restaurant public. C'est nouveau. D'habitude, nos rencontres se limitent à son appartement. Que prépare-t-il? Il faut que j'y aille. Je me lève précipitamment. Réunion importante ce matin. Un vendredi matin, Chloé fronce les sourcils. C'est inhabituel, non? Les affaires n'attendent pas, ma chérie. Je fuis le regard, ramasse mes affaires, pars au bureau en me demandant combien de temps encore je vais pouvoir maintenir cette comédie. À 19h30, je me trouve devant le Grand Véfour, vêtu d'une robe de cocktail noir que Delacroix m'a fait livrer l'après-midi même. Le restaurant, temple de la gastronomie française, bourdonne d'une clientèle élégante et fortunée. Que fais-je là? Quel nouveau piège Mathieu me tend-il? Il m'accueille à l'entrée, impeccable dans son smoking, et me présente à deux hommes d'âge mûr. Emma, je vous présente Maître Dubois, notre avocat, et Monsieur Leroux, notre expert comptable. Dubois, Leroux. Ces noms me disent quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir où je les ai entendus. Messieurs, voici Emma Laurent, ma directrice financière. Poignée de main, sourire de circonstance, mais l'atmosphère me semble tendue. Ces hommes me regardent avec une curiosité qui dépasse la simple politesse. Nous prenons place à une table isolée. Delacroix commande du champagne, évoque des projets d'investissement, mais je sens que la vraie conversation n'a pas encore commencé. Les deux hommes me dévisagent en sirotant leur apéritif, échangent des regards entendus qui m'inquiètent. Emma, j'ai une proposition à vous faire. Delacroix pose sa main sur la mienne, geste possessif qui me met mal à l'aise en public. Ces messieurs travaillent sur un dossier délicat qui nécessite vos compétences particulières. Mes compétences? Votre expérience en comptabilité. Et votre discrétion. Maître Dubois se penche vers moi. Mademoiselle Laurent, nous savons que vous maîtrisez parfaitement les circuits financiers complexes. Nous aurions besoin de quelqu'un comme vous pour certifier des documents. Certifier? Dans quel contexte? Disons, un contexte où votre signature pourrait couvrir certaines irrégularités comptables. Temporairement, bien sûr, le temps que nous régularisions la situation. Mon sang se glace. Il me demande de couvrir des fraudes, de mettre ma signature sur des faux documents comptables. Je ne peux pas faire ça. C'est illégal. Illégal est un grand mot. Mademoiselle. Monsieur Leroux sourit froidement. Disons plutôt créatif et très bien rémunéré. Combien? La question sort malgré moi. 50 000 € pour une signature sur 3 documents. Une fortune. De quoi assurer l'avenir de mes enfants, de quoi rembourser notre dette morale envers Delacroix, mais au prix de devenir complice actif de leurs crimes. Il me faut du temps pour réfléchir. Bien sûr. Delacroix resserre sa main sur la mienne. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Ce genre d'opportunité ne se représente pas souvent. Le dîner se poursuit dans une atmosphère feutrée, mais la menace plane au-dessus de nos conversations mondaines. Ces hommes ne me demandent pas de devenir complices, ils l'exigent. Et je commence à comprendre que refuser risque d'avoir des conséquences que je n'ose imaginer. Vers 22h30, nous sortons du restaurant. L'air froid de décembre me gifle le visage, me rappelant brutalement à la réalité. Maître Dubois et Monsieur Leroux prennent congé après m'avoir serré la main un peu trop longuement, un peu trop fort. Alors, Emma?
Delacroix m'entraîne vers sa voiture. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous me demandez de franchir une ligne rouge que je ne peux pas franchir. Que vous ne pouvez pas, ou que vous ne voulez pas? Il s'arrête, me fait face. Emma, depuis 2 mois, vous jouez les vierges effarouchées, mais vous encaissez l'argent et vous écartez les cuisses. Alors ne me faites pas de leçons de morale. La violence de ces mots me gifle. Delacroix vient de résumer crûment ce que je suis devenu, une prostituée de luxe qui se raconte des histoires. Cette signature, c'est différent. C'est mettre ma responsabilité professionnelle en jeu. Si ça tourne mal, vous serez protégé, comme vous l'êtes depuis le début. Il me prend par les épaules. Emma, vous n'avez plus le choix. Vous êtes dans le système maintenant. Vous en faites partie. Et si je refuse, alors vos petits secrets risquent de remonter à la surface. Votre mari pourrait apprendre des choses très déplaisantes sur sa femme. Vos enfants aussi. D'ailleurs, la menace est claire. Obéissez ou je détruis votre famille. Il me ramène chez lui, et cette nuit-là, il me fait l'amour avec une brutalité nouvelle, comme pour me rappeler mon statut de chose possédée. Je subis en silence, comptant les minutes jusqu'au moment où je pourrai rentrer chez moi retrouver Thomas et mes enfants. Le samedi matin, je me réveille dans notre lit conjugal avec le goût amer de la défaite. Thomas dort encore, et je l'observe en me demandant comment j'ai pu en arriver là. Comment cette femme qui l'aimait plus que tout a-t-elle pu devenir cette créature qui le trahit 3 fois par semaine? Mon téléphone secret vibre. Un message de Pierre, RDV urgent. 14 heures, jardin du Luxembourg. J'ai des infos sur Yamamoto. Votre famille court un danger immédiat. Ma famille, mes enfants. Ces mots me glacent le sang et me propulsent hors du lit. Que c'est Pierre que j'ignore? Quel nouveau cauchemar se profile? À 14 heures précises, je retrouve Pierre près du bassin du Luxembourg. Il a encore maigri, ses vêtements pendent sur sa silhouette décharnée, et ses yeux cernés trahissent une angoisse profonde. Emma, merci d'être venue. Il jette des coups d'œil nerveux autour de nous. Nous avons un problème. Un gros problème. Lequel? Yamamoto soupçonne que vous êtes en contact avec moi. Il a fait fouiller votre vie, remonter vos traces. Il sait que nous nous sommes rencontrés. Mon cœur s'emballe. Comment est-ce possible? Des photos de surveillance. Des témoins. Ces gens-là ont des moyens illimités. Emma. Et maintenant, ils pensent que vous êtes une espionne. Une espionne? Mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas réussi à prendre les photos que vous me demandiez. Justement, c'est ça qui les inquiète. Ils se demandent pourquoi vous n'avez pas essayé de les photographier lors de la réunion. Soit vous êtes très prudente, soit vous avez d'autres moyens de récupérer des informations. La logique tordue de ces criminels me dépasse. Que j'espionne ou que je n'espionne pas, je suis suspecte dans tous les cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tester votre loyauté. Delacroix va vous demander de faire quelque chose d'illégal, quelque chose qui vous compromettrait définitivement. Si vous acceptez, vous prouverez votre allégeance. Si vous refusez, la signature sur les documents comptables. Exactement. C'est un piège, Emma. Quoi que vous fassiez, vous êtes piégé. Je m'assois sur un banc, les jambes coupées par cette révélation. Hier soir, je pensais que Delacroix me proposait une affaire supplémentaire. En réalité, il me tendait un test de fidélité dont dépend ma survie. Et ma famille? Vous avez parlé d'un danger immédiat? Pierre sort son téléphone, me montre de nouvelles photos. Thomas dans notre jardin. Maxime sur le terrain de football du lycée. Chloé devant son école d'architecture à Lyon. Il les surveille de près. Si vous ne passez pas le test, ils s'en prendront à eux. C'est leur méthode habituelle. Ils ne vous toucheront pas directement. Ils feront souffrir ce que vous aimez. Une rage froide m'envahit. Comment ai-je pu entraîner ma famille dans cette spirale de violence? Comment mes mensonges ont-ils pu mettre en danger les êtres que je voulais protéger? Pierre, il faut que vous m'aidiez. Trouvez-moi un moyen de sortir de là. Il nie en acaille. Il me regarde avec gravité. Signez les documents. Devenez complètement complice de leurs activités. C'est le seul moyen de prouver votre loyauté et de protéger votre famille. Et après, je serai leur prisonnière à vie? Après, nous trouverons une solution. Mais pour l'instant, votre priorité doit être la sécurité de Thomas, de Chloé et de Maxime. Il a raison, et je le déteste pour ça. Je dois choisir entre ma conscience et la vie de mes proches, entre ma dignité et leur sécurité. Le choix est vite fait. D'accord? Je signerai. Emma, Pierre pose sa main sur mon épaule. Je suis désolé, sincèrement désolé de vous avoir entraîné dans cette histoire.
Vos excuses ne changeront rien. Je me lève, froide et déterminée. Mais s'il arrive quoi que ce soit à ma famille, Pierre, je vous jure que vous le regretterez. Je le plante là et rentre chez moi, l'âme en lambeaux mais la détermination intacte. Ce soir, je vais sauver ma famille en me damnant définitivement. Ce soir, je vais devenir Emma Laurent pour de bon et enterrer Emma Dubois pour toujours. En poussant la porte de notre maison, je trouve Thomas et les enfants dans le salon, regardant un film ensemble. Cette image de bonheur familial me déchire, mais elle renforce aussi ma résolution. Quoi qu'il m'en coûte, je protégerai ce bonheur. Bonne soirée. Thomas me sourit, et je vois dans ses yeux cette confiance absolue qu'il a toujours eue en moi. Excellente soirée, mentis-je en l'embrassant. Pour la dernière fois de ma vie, j'espère. Car demain, après avoir signé ce document, je ne serai plus la femme qu'il a épousée. Je serai devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je méprise, mais quelqu'un qui aura sauvé sa famille. Au fond, n'est-ce pas ça, l'amour maternel et conjugal? Accepter de se perdre pour préserver ceux qu'on aime? En contemplant le visage serein de Thomas, je sais que ma réponse est oui, et que demain, je signerai ce document en sachant que je signe aussi l'acte de décès d'Emma Dubois. Emma Laurent, elle, va vivre et survivre pour eux. Cette histoire explore les sacrifices ultimes qu'une femme peut consentir par amour pour sa famille et la façon dont les meilleures intentions peuvent nous mener sur les chemins les plus sombres. Emma Dubois croyait sauver sa maison. Elle a finalement perdu son âme. Mais dans sa chute, elle a peut-être découvert une forme d'amour maternel et conjugal si pure qu'elle transcende la morale conventionnelle. Car au-delà du bien et du mal, il reste parfois cet instinct primitif qui pousse une mère et une épouse à se sacrifier pour préserver ceux qui donnent un sens à sa vie. La vraie tragédie d'Emma n'est pas d'avoir trahi son mari, mais d'avoir découvert qu'elle était capable de tout accepter, de tout endurer, de tout faire par amour. Une leçon terrible sur les paradoxes du cœur humain et sur le prix parfois effroyable de la dévotion familiale.